comment j'ai réalisé mon meilleur tableau en moins d'1 mois pour pouvoir le révéler lors d'une exposition temporaire. J'ai repris le concept de mon tableau précédent, j'ai tiré au sort une destination en lançant une fléchette sur une carte, et le hasard m'a emmené en Inde. Du coup, comment faire un tableau sur l'Inde sans tomber dans les clichés du orange safran, des temples hindous et du dressage d'éléphants? Parce que les images remplies de stéréotypes, je laisse ça à ChatGPT et à Midjourney. Je fais vite mon auto-promo, il y a des reproductions des tableaux qui sont disponibles sur mon site internet, le lien est en description, c'est moi-même qui les produis, ça coûte moins cher qu'une toile originale et ça permet de me soutenir dans mon travail, donc n'hésitez pas à faire un tour, je referme la parenthèse et je vous laisse avec la suite. Contrairement au Bélarus, l'Inde c'est plus de 5000 ans d'histoire. Un carrefour culturel, linguistique, religieux, une faune, une flore, une topographie complexe, l'Inde c'est un monde à part. Et le problème, c'est qu'on a tous des stéréotypes sur l'Inde, des clichés hérités de l'époque coloniale ou des babacools des années 70 avec une vision bien occidentale. Et je suis le premier concerné, je suis né et j'ai grandi en Europe, donc moi aussi je suis biaisé. Mais du coup, j'essaye quand même de bien faire les choses, donc j'ai commencé par désapprendre ce que je pensais connaître du pays. Parce que le but, c'est de se baser sur des faits plutôt que sur des idées toutes faites. Petit disclaimer quand même, je fais tout ça depuis mon atelier, donc j'ai un accès limité aux ressources et aux témoignages des gens sur place. Et puis en plus, dans le cas présent, j'avais moins d'1 mois avec l'expo qui arrivait, donc c'est pas un travail universitaire non plus. Les 3 premiers jours, j'ai fait des recherches. D'ailleurs, toutes mes sources sont en description si ça vous intéresse. Concernant les recherches faites avec IA, c'est bien, mais seulement en complément. Ça fonctionne bien pour répondre rapidement à une question, synthétiser un document ou faire des liens entre 2 sujets. Par contre, s'il cherche tout seul le fond du sujet, c'est pas bon. Même si on lui demande d'être factuel, il invente des trucs, il sait pas croiser ses sources, ou en tout cas il le fait mal. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. Bref, après toutes ces recherches, j'en sais un peu plus sur le pays, mais j'ai toujours pas de tableau en tête. Peut-être que vous vous dites que d'emblée je choisis une rue de la capitale. Vous avez vu le titre, une rue de Delhi, et j'avais déjà fait une rue de Minsk. Mais en fait, c'est pas exactement comme ça que je travaille. Après avoir fait mes recherches sur l'histoire globale du pays, je me balade dans les différentes villes avec Google Street View. Et grâce aux recherches que j'ai faites avant, je comprends un peu mieux ce que je vois. Le but est de trouver une rue qui existe avec un condensé de l'histoire en une image, dans la mesure du possible, bien évidemment. Pendant que je me balade, je continue mes recherches, mais plus sur la ville dans laquelle je me trouve. Je regarde plutôt les aspects économiques, architecturaux, culturels, sociaux. J'ai fait ça pour Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Delhi. Enfin bref, il y en a qui doivent se dire que je me prends grave la tête juste pour un tableau, mais j'aime le travail bien fait. Et puis si je cherchais à être rapide et efficace, je me serais pas lancé dans la peinture. Au début, je voulais faire une rue de Bangalore. J'avais trouvé le lieu, j'avais fait le croquis, mais je sais pas, il manquait un truc. Je crois que ce qui m'avait surtout plu dans ce premier jet, c'est la femme qui est assise sur le petit muret. Il y a tout ce dynamisme autour, les gens qui vont, qui viennent, et il y a cette femme au milieu qui attend sur son petit muret, je sais pas, ça me parlait bien. Mais à part ça, il n'y avait pas grand chose, le décor était assez insipide, c'était pas terrible. Du coup, j'ai continué mes recherches, j'ai trouvé d'autres rues alternatives, rien de très concluant, et à un moment, je me suis retrouvé à Delhi. Alors c'est la capitale, c'est vrai, mais c'est aussi un condensé du pays. D'ailleurs, le surnom de la ville, c'est Mini India. Et je peux vous dire que j'ai tourné en rond à Delhi, parce que en région parisienne, il y a 7700 rues, à Delhi, il y en a 32 000. Combien? Et à force de me promener pendant des heures dans les rues de Delhi, à un moment je suis tombé sur la rue 3639 Showri Bazaar Road. Je ne veux aucune remarque sur mon accent anglais qui est parfait. It was perfect. Perfect. À ce moment-là, il me restait plus que 3 semaines avant l'expo. J'avais trouvé une rue, j'avais un croquis, et c'est tout. D'ailleurs, en parlant du croquis, vous vous souvenez de la dame qui était assise sur son muret que j'avais fait sur le premier croquis? Eh ben, elle m'a tellement marqué que j'ai décidé de l'intégrer dans le nouvel environnement. Ça n'a aucun sens, hein. On voit même pas son visage sur Google Street View, mais je me suis dit c'est elle qu'il faut que je peigne. Je crois que ça c'est vraiment un délire d'artiste. Enfin bref, faire des croquis sur Procreate c'est une chose, faire un grand tableau c'en est une autre. Une fois de plus, j'applique la technique du quadrillage pour transposer le croquis de la tablette sur la toile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. En fait, je me suis rendu compte assez rapidement que j'appliquais pas bien mes proportions et que du coup le cadrage sur la toile était beaucoup plus large que sur la tablette. Du coup, j'ai fait un petit peu de bricolage, j'ai pris des éléments qui étaient 2-3 bâtiments plus loin, je les ai intégrés à la composition. Pareil pour la porte centrale, je l'ai légèrement modifiée, en réalité elle est un petit peu plus basse. Du coup voilà, sachez que c'est pas une représentation de la rue à l'identique, mais que ça s'en rapproche fortement. Puisque le mur de l'atelier est vert foncé, que les couleurs dominantes du tableau seront plutôt froides avec du vert au centre du tableau, j'ai décidé de faire une sous-couche violette, à la fois pour faire ressortir les contrastes, mais aussi pour me permettre de mieux voir ce que je faisais. Dans ce tableau, il n'y a pas d'arrière-plan lointain, il n'y a pas de ligne d'horizon, le point le plus éloigné, c'est le fond de la ruelle. C'est pour ça que j'ai commencé par cette partie du tableau. Au niveau des mélanges, j'ai obtenu une teinte verte assez froide en mélangeant du bleu avec du jaune que j'ai assombri avec un petit peu de violet.
J'ai préféré prendre du violet déjà fait parce que ça me permettrait de retrouver plus facilement la teinte plus tard. Parce que je savais qu'entre le moment où je faisais la ruelle et le moment où je ferais la façade de la porte, il y aurait plusieurs jours qui s'écouleraient, donc que la peinture allait sécher. Toujours dans la même logique de faire ce qui est le plus loin dans le champ de vision, j'ai fait les charpentes et les murs les plus profonds de la façade. J'ai repris des teintes que j'avais beaucoup utilisées dans le tableau Une rue de Minsk, un mélange de brun Van Dyck et de blanc, comme base de travail. Parfois j'ajoutais un petit peu de terre d'ombre brûlée ou un petit peu de jaune pour réchauffer ou assombrir les tons, toujours dans le même état d'esprit de pouvoir retrouver ces teintes assez facilement plus tard. Mais contrairement au tableau sur le Bélarus, ici ces teintes sont utilisées comme des couleurs secondaires. Elles viennent remplir des zones mortes du tableau et ont pour vocation de ne pas accrocher le regard du spectateur. Ensuite je suis passé à cette sorte de balcon couvert, je crois que ça s'appelle un oriel mais je suis pas sûr, donc s'il y a des experts en architecture, mettez le nom de ce truc en commentaire. Pour la partie ombragée intérieure, j'ai mélangé du brun Van Dyck, du bleu et du rouge naphthol pour obtenir cette teinte grise très foncée. L'avantage de faire mon gris comme ça, c'est que la couleur vibre avec le reste du tableau. Par contre, le gris, c'est du one shot. Une fois que ça sèche, c'est super dur de retrouver la même teinte. C'est pour ça que quand je fais mon mélange de gris, généralement je lésine pas sur la quantité sur la palette, comme ça je m'assure que ça sèche pas trop vite et que j'ai le temps de tout faire dans la même teinte. J'ai appliqué tous les détails d'ornement de la fenêtre, puis les baguettes transversales et le mur à droite, et enfin j'ai terminé par le cadre qui est le plus en avant dans la profondeur de champ. Vu que j'avais encore du gris, dû à ce que je viens de vous expliquer, j'en ai profité pour repasser sur les climatiseurs à droite, qui étaient pas très beaux. Après avoir terminé ces éléments de structure sur la façade, je suis passé au sol qui prend une place considérable sur le tableau. Le problème avec le sol sur ce tableau, c'est qu'il est inintéressant. Il sert de support à toute la structure et au personnage, mais il raconte rien. Sur la photo originale, c'est difficile de voir les détails, mais ça a l'air d'être des dalles de trottoir classiques un peu insipides. Mais du coup, pour mon tableau, j'ai décidé d'utiliser cette zone morte pour orienter le regard du spectateur avec la perspective. Donc j'ai remplacé les petits pavés par des grosses dalles qui structurent mon image vers le point de fuite central. Au niveau de la couleur, j'ai mélangé du brun Van Dyck avec de la terre d'ombre brûlée que j'ai éclairci avec du blanc en fonction des endroits. Je voulais faire ressortir l'intérieur de la ruelle, donc j'ai éclairci les dalles sous le puits de lumière et j'ai même renforcé ce rayon lumineux en diluant un petit peu de peinture blanche dans de l'eau. À ce stade du tableau, ça ressort encore beaucoup, mais quand il sera terminé, ce sera là juste pour attirer le regard du spectateur sans voler la vedette aux autres parties de la toile. À ce moment-là, je voyais les jours qui défilaient, le tableau avançait pas assez vite, du coup j'ai commencé à mettre la pression. Donc pendant qu'un endroit séchait, je travaillais en parallèle sur un autre élément du tableau, histoire de gagner du temps et de pas attendre bêtement pendant les temps de séchage. Une fois le sol terminé, j'ai pu passer à un deuxième élément de structure du tableau, les stores qui, au lieu de se diriger vers un point de fuite, organisent la toile de manière horizontale. Sur l'image de référence, les stores tout à gauche sont d'un bleu assez vif, moi je voulais les rendre un petit peu plus ternes tout en gardant leur caractère et leur couleur. J'ai donc mélangé du bleu primaire que j'ai assombri légèrement avec du brun Van Dyck et de temps en temps j'ai rajouté une pointe de rouge naphthol. Pour les lamelles, j'ai opté pour une technique longue et fastidieuse mais qui rend vraiment bien. Je fais chaque lamelle une à une au couteau, ça rend mieux et ça permet d'avoir des variations de teintes dans les stores. J'ai reproduit l'opération pour les deux autres volets, celui de gauche en mélangeant du brun Van Dyck, de la terre d'ombre brûlée et du blanc avec une petite pointe de rouge de manière ciblée. Et celui de droite avec un gris plus froid en reprenant le mélange que j'ai utilisé pour les climatiseurs et le balcon couvert, autrement dit du bleu, du brun Van Dyck et du rouge naphthol. J'ai terminé cette partie par le hall d'entrée tout à droite en mélangeant les restes de peinture grise qui me restaient histoire de pas gaspiller. A la base il devait y avoir une publicité sur le mur mais j'ai décidé de mettre une affiche de film et c'est le premier message caché du tableau, je vous en parlerai plus tard. Quand je vous disais tout à l'heure qu'entre le fond de la ruelle et la devanture de la porte centrale il y aurait plusieurs jours qui s'écouleraient, je vous mentais pas. Et heureusement que j'avais noté les proportions de bleu, de jaune et de violet pour retrouver mon vert parce que sinon ça aurait été une galère. Pour faire tous les détails, les reliefs, les hautes et les basses lumières, j'en ai eu pour une bonne journée et demie de travail. Les gravures décoratives ont demandé beaucoup de concentration, mais je pense que ça en valait la peine. Je me suis occupé des deux panneaux sur les bords. D'ailleurs, il y a un petit message caché sur le panneau orange Vote for Modi 2024, mais je vous en parlerai après. J'ai terminé avec la bonbonne de gaz qui vient donner un peu de relief sur la partie gauche de la porte, et en plus, vu le nombre de bonbonnes qu'il y avait sur l'image de référence, j'étais obligé d'en mettre au moins une. Logique. Pour finir, j'ai pu retirer le scotch de masquage. Honnêtement, je stressais qu'il y ait des trous et que ce soit mal fait, mais à part 2-3 retouches à droite à gauche, j'étais plutôt content. À ce stade du tableau, il y a encore beaucoup de zones violettes, donc des zones vides, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette couleur d'arrière-plan parce que ça permet de voir ce qui reste à faire. En l'occurrence, là ça concerne beaucoup les panneaux et les affiches publicitaires qu'il y a sur toute la Showery Bazaar Road. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur comment avoir un bel accent anglais comme moi. You are not English?
Toujours dans la même logique, on part de l'arrière-plan vers le premier plan, donc les panneaux les plus en retrait pour commencer. Et au niveau des couleurs, j'ai utilisé plusieurs bleus, soit du bleu cobalt, soit du cyan primaire, soit du bleu outre-mer. Parfois je les ai mélangés les uns avec les autres, de temps en temps je les ai assombris avec du brun Van Dyck, ou alors je les ai éclaircis avec du blanc. Pour tout ce qui est inscription, j'ai mélangé du brun Van Dyck, de la terre d'ombre brûlée, du jaune, que j'ai éclairci avec du blanc. J'en ai profité pour faire la charrette sur laquelle était assise la jeune femme, toujours dans le but de gagner du temps, parce que sur la vidéo vous le voyez pas, parce que je suis abonné au t-shirt blanc, mais les jours défilaient. Donc pendant que les aplats bleus des panneaux séchaient, j'utilisais la base de couleur des inscriptions, avec plus de brun Van Dyck et moins de blanc. Juste avant de passer au personnage, j'ai accentué les ombres en dessous de la charrette, et franchement, je me suis remercié d'avoir choisi une couleur facile à retrouver, sinon ça aurait été une galère. Bon, je crois que vous avez compris, cette petite dame au milieu du tableau, je l'aime bien. Mais du coup, il faut commencer par trouver son mélange de peau. J'ai mélangé de la terre de sienne brûlée et du magenta avec un peu de jaune pour réchauffer la teinte. J'ai ajouté du bleu ou du brun Van Dyck pour les ombres et du blanc pour les lumières. Et à ce moment-là, c'est un travail d'orfèvre qui a débuté. C'était tellement petit que j'y allais avec un pinceau de précision ultra fin et que je devais retenir ma respiration sur certains éléments, notamment sur les paupières, le nez ou la bouche. Au milieu de tout ça, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire l'ombre projetée sur la porte centrale, du coup, en attendant que la peau du personnage sèche, je m'en suis occupé. Et ensuite, j'ai fait les vêtements de la marchande. Pour les tissus bleus, j'ai mélangé du bleu cobalt et du cyan primaire que j'ai assombri avec du rouge. Et pour les tissus blancs, j'ai refait mon mélange gris avec du bleu, du brun Van Dyck et du rouge que j'ai fortement éclairci avec du blanc. La dernière zone violette à remplir avec les mangues sur le chariot. Pour les parties sombres, j'ai utilisé la même base que la porte avec un petit peu plus de jaune pour réchauffer le vert. Et pour les parties plus claires, j'ai supprimé le violet de mon mélange et j'ai rajouté davantage de jaune avec des petites touches de rouge par-ci par-là. C'est le moment où tout se joue. Les fils qui traversent la rue, qui passent devant tous les éléments. Là, vous imaginez, en un trait, je peux ruiner tout mon tableau. Regardez mon visage, ça se voit, je suis pas bien, ok? Bref, quand faut y aller, faut y aller. Ah. Je jure, je sens de la sueur qui coule le long de mon bras, tellement je suis stressé. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Ok, si je me recule, ça donne quoi? C'est moche. Ah, j'ai envie de crever. Non, avec d'autres fils, ça va le faire. Après le coup de stress des premiers fils, je me suis fait confiance et j'ai placé le reste des câbles. J'ai repris les teintes présentes dans le reste du tableau, donc il n'y a pas de mélange particulier à retenir. Et à ce moment-là, le tableau était presque terminé, à un détail près dont je me suis rendu compte que le lendemain. Toute cette partie gauche du sol attirait trop l'attention. Du coup, j'ai ajouté des ondes projetées par les fils électriques pour détourner l'attention du spectateur et casser le quadrillage linéaire qui attirait trop l'attention. Et c'est avec cet ultime ajout que j'ai terminé mon tableau, Une rue de Delhi. Vu que je me suis stressé pour le terminer rapidement, j'étais grave dans les temps pour préparer mon expo. Donc je suis déjà allé mettre en place une partie des tableaux avec l'organisatrice, ça s'est fait un petit peu en improvisation, donc j'ai pas pu filmer. Et je suis revenu la veille de l'expo avec 2 potes qui sont venus m'aider à finir d'installer, et pour cette partie-là, j'ai pensé à filmer. Il y avait du bazar qui avait été entreposé dans le fond de la pièce qui pouvait pas être déplacé, du coup on a fait du cache-misère avec un grand drap vert qui sert habituellement pour des tournages. Et vu que c'était dans un bâtiment historique, on pouvait pas percer les murs, la seule chose dans laquelle on pouvait fixer les trucs, c'était les poutres au plafond. Et vu que j'avais encore des murs disponibles, j'ai décidé d'installer une deuxième collection majeure, à savoir l'écrit du monde, les 2 plus grandes toiles à l'intérieur sur le mur du fond, et une troisième à l'extérieur pour donner envie aux gens d'entrer. Ok, ce matin c'était un peu laborieux, mais on s'en est sorti. Là, on a ramené les lumières, la télé, tout ce qui est électrique. C'est un détail qui a quand même son importance. Et puis après, il y aura les 2-3 finitions, les petits panneaux, etc. Mais dans l'ensemble, ça avance plutôt bien. Il est actuellement 2h et je pense que dans 2 heures, on sera bon. Donc voilà, je reprends la parole dès que j'ai le temps. Autrement dit, jamais, parce qu'après ça, j'ai pas eu 1 minute avant le dimanche soir. J'ai ramené le tableau Une rue de Delhi ce jour-là, je l'ai montré aux copains en exclusivité. On a testé la télé pour voir si tout fonctionnait et on a fait les 2-3 derniers préparatifs. Et puis le lendemain, l'expo a pu commencer. Le premier jour, j'ai pas eu le temps de filmer, on n'était pas tout à fait prêt quand ça a commencé, les gens ont commencé à arriver, du coup j'ai pas lancé la caméra. Par contre, le deuxième jour, j'ai du contenu, j'ai des images. Je vais mettre un petit peu de flou de mouvement pour pas qu'on voit trop les visages, mais c'est plus pour que vous captiez l'ambiance. J'étais moins stressé parce que du coup j'avais déjà fait une journée, le discours je l'avais répété au moins 50 fois la veille, donc je l'avais bien intégré. Et je pense qu'on a réussi à tirer un maximum de profit de l'environnement mis à disposition par le musée des grenouilles d'Estavayer.
et Artichoc, que je remercie encore une fois pour l'organisation de l'événement. Sur tout le week-end, je pense qu'il y a eu environ 200 visiteurs, ce qui est pas mal vu que c'était excentré du reste du festival. Et ça m'a permis aussi de parler avec les gens, de parler des tableaux, de répondre à des questions, d'expliquer ma manière de travailler. Et même si de base je suis quelqu'un d'assez introverti et de solitaire, le fait de présenter plusieurs mois, voire plusieurs années de travail à un public qui est curieux, bienveillant et qui pose des questions sans jugement, qui s'intéresse, ça m'a fait sortir de ma zone de confort et c'est une belle expérience. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'opportunité de refaire des expos solo à l'avenir. Et si c'est le cas, je vous avertirai et je vous attendrai nombreux pour venir découvrir les tableaux en vrai. C'est toujours mieux qu'à travers un écran. C'est la partie non scriptée, ça se sent, je crois. L'expo, c'est une chose, mais je dois encore vous parler des messages cachés du tableau. Déjà le panneau Vote for Modi 2024. Je l'ai mis sur la porte Moghol parce que Narendra Modi essaye d'invisibiliser l'impact qu'a eu l'islam sur le pays. Pour vous dire, à un moment, il voulait que les gens oublient l'existence du Taj Mahal. Le mec a pété un plomb. Il déforme tellement le récit national comme quoi l'islam n'a jamais eu d'impact positif sur l'Inde qu'on en arrive à des stupidités pareilles et c'est pour ça que j'ai mis le panneau Vote for Modi sur une porte Moghol d'influence musulmane. C'est vrai que c'est un message assez subtil, mais mon but c'était pas de tomber dans la caricature du militantisme, mais c'est ça aussi qui est beau dans l'art, faire passer des fois avec subtilité des messages politiques et immortaliser peut-être aussi une manière de penser d'une époque. Mais vous vous en doutez, il n'y a pas que cette affiche qui est importante sur la toile. Déjà, il faut savoir que le tableau se lit de gauche à droite. À gauche, ça représente plus le 20e siècle, il y a encore des influences architecturales britanniques. Même les enseignes des magasins, elles sont arrivées en 1964, 1972. Il y a énormément de câbles sur cette partie-là. 20e siècle, analogique, réseau câblé, tout ça. Et il n'y a qu'un seul ventilateur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette partie-là, c'est plus le 21e siècle avec 3 ventilateurs, symbole aussi d'un changement climatique qui s'accélère et l'Inde est particulièrement touchée par le changement avec des phénomènes météorologiques de plus en plus violents. L'enseigne principale, c'est Kumar Electronics, électronique, numérique, tout ça. Et il y a la présence du géant de la télécommunication indienne, Jio. Il faut vous dire qu'en quelques années, ils ont roulé sur la concurrence, ils ont pris plein de parts de marché et le marché indien, c'est quand même plus d'1 milliard de clients potentiels. Donc ça fait beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Et l'affiche de film dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai pas oublié. En fait, c'est un morceau de l'affiche du premier film généré par intelligence artificielle qui est sorti cette année à Bollywood. Si elle est tout au fond du tableau, c'est parce que c'est tout récent. On sait que l'IA, c'est l'avenir. On sait aussi que ça va prendre une place conséquente dans les milieux artistiques, notamment le cinéma. Mais on sait pas encore à quoi s'attendre. C'est pour ça qu'on la voit pas en entier, on la devine, on sait qu'elle arrive plus loin. Mais on peut pas encore se prononcer sur le sujet. Il y a plein d'autres messages cachés, des petites subtilités, mais après ça relève plus du délire de l'artiste, du coup je vais vous laisser là-dessus, je sais toujours pas comment on finit un vlog, donc si vous êtes encore là, merci, n'oubliez pas de liker, c'est pour le référencement, commenter c'est pareil, abonnez-vous pour pas manquer les prochaines destinations, les prochains tableaux, les prochaines vidéos, vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok pour voir les lancers de fléchettes en avant-première ou avoir des fois des behind the scene exclusifs. Je vous laisse avec quelques images du tableau parce que j'ai fait que parler et peut-être que vous aimeriez juste que je me la ferme, et en attendant je vais laisser le hasard choisir de notre prochaine destination.